Bienvenue aujourd'hui pour notre nouveau webinar, le troisième de l'année, avec nos prestigieux invités. Vous allez voir donc Thibaut, Stéphane et Maël qui vont tour à tour interagir sur cette question autour de la gestion privée responsable. Donc, comment intégrer la durabilité dans les offres à destination du grand public. Vous êtes une centaine à vous être enregistrés pour ce webinar. Donc, pour un vendredi midi, merci pour cette confiance. Donc, on va co-organiser et co-présenter le webinar avec Sarah, que je ne présente plus. Je ne sais pas si c'est important de te représenter, Sarah, je ne pense pas. Peut-être. Alors, les AFR et ce qu'est le risque. Voilà. Donc, vous connaissez maintenant les sociétés. Donc, spécialisation dans l'ESG et association des acteurs de la finance responsable. Peut-être, Sarah, je vais te laisser présenter nos invités. Et puis, toujours le même format. Donc, on va revenir avec quelques slides sur la présentation des invités. Et ensuite, on garde les 20 dernières minutes pour vos questions-réponses. Le dernier webinar, on avait mis une demi-heure, évidemment. Si vous avez 10 minutes de plus, on les prendra. Voilà. Sarah, je te laisse la parole. Ah, mais Sarah, je te laisse la parole, mais nous ne t'entendons pas. Non, alors, j'arrive à lire sur tes lèvres, mais Il n'y a pas de son qui sort. non. Non. Alors, le temps que Sarah puisse se reconnecter, c'est vraiment. Ouais, les problèmes arrivent en pagaille, hein. Donc, bah, Maël, on va commencer par toi. Maël, qui es-tu, Maël? Allez. Alors, déjà, je suis ravie de tous vous retrouver pour cette table ronde virtuelle. Pour ma part, je suis Maëlle Karavaka et je fais du conseil en gestion privée et en investissement responsable. J'ai créé mon cabinet qui s'appelle En Privé. Je l'ai créé il y a 2 ans et demi. Je fais de la gestion de patrimoine depuis plusieurs années, 10 ans même. Mais voilà, j'ai décidé de me mettre à mon compte il y a 2 ans et demi parce que je voulais vraiment donner la priorité à l'investissement responsable. Je voulais déjà exprimer des convictions personnelles et puis aussi je voulais faciliter l'accès à ces thématiques-là à mes clients, que ce soit des particuliers ou des entreprises et tout simplement leur montrer qu'il est tout à fait possible d'avoir des solutions économiquement performantes et puis aussi socialement inclusives et écologiquement durables. Donc c'est vraiment la priorité. J'ai construit toute mon offre de solutions autour de l'investissement responsable et je travaille voilà, avec des personnes extrêmement engagées qui ont envie voilà, de faire cette promotion de la finance durable et de donner un nouveau visage à notre économie pour qu'elle soit plus juste, décarbonée et nous ouvrir un avenir beaucoup plus radieux que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc voilà pour ma part. Alors, Sarah, nous allons faire un nouveau test. Merci, Maël, pour cette présentation. J'en profite, est-ce que ça Mais marche? oui, ça Oui, fonctionne. ça marche, ça rend à retrouver. Formidable. Eh bien, écoute, je vais vous laisser continuer de vous présenter. En fait, vous n'avez pas besoin de moi. Hugo, tu assures. Ah, Noël, écoute, pareil. Stéphane, Thibaut, à vous de jouer. alors, Ok. Thibaut, Stéphane, Ah, allons-y. Vas-y, allez, Stéphane, vas-y, allez, du vas-y. coup, j'y vais. Bonjour, Stéphane Doté. Moi, je suis président et cofondateur d'une fintech qui s'appelle Odonatech. On s'intéresse en fait à favoriser pour nos clients, institutions financières et conseillers financiers de manière générale, à favoriser la quête de leur Graal, c'est-à-dire l'hyper-personnalisation du conseil. Comme Maël, je suis membre des AFR, membre passionné par conviction personnelle et puis aussi par rapport à une certaine vision d'entrepreneur. C'est-à-dire que pour moi, le virage ou l'enjeu d'aller vers la finance durable, il va être aussi initié par les consommateurs, les épargnants, les investisseurs que nous sommes tous. Et à partir de là, je trouve intéressant, en tout cas, on trouve intéressant chez Odonatech de s'intéresser
aux préférences des investisseurs, donc préférences comportementales. Et dans comportemental, il y a motivation et préférence pour l'investissement socialement responsable. Et donc, voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des applications digitales qui permettent aux conseillers de cerner les préférences comportementales, dont les préférences ISR de leurs clients particuliers, pour mieux personnaliser leurs conseils. Génial, merci beaucoup Stéphane. Et on va peut-être enchaîner du coup avec Thibaut maintenant, qui va nous parler un petit peu de ce qu'il fait. Thibaut, à toi de jouer. Super, merci Sarah. Merci Hugo pour l'introduction. Alors, invité de prestige, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, Mais c'est que je suis ravi d'être avec vous. Ne sois pas modeste. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet qui est pour moi vraiment un sujet important. Donc Thibaut Guerardi, moi je suis consultant indépendant, expert sur les sujets de finances responsables, changement climatique et transition écologique. J'ai 7 ans d'expérience sur ces sujets, aussi bien du côté conseil avec cabinet spécialisé que recherche côté think tank. J'accompagne les institutions financières sur des sujets de façon assez large, que ça soit sur des trajectoires net zéro, la gestion des risques et surtout sur la question de la prise en compte des attentes extra-financières des épargnants de détail, notamment en lien avec la réglementation MiFID. Et je dois avouer que c'est vraiment un des sujets qui m'inspire le plus, parce que je pense qu'il y a vraiment un rôle à jouer de la part des épargnants sur ce point-là, si ils veulent contribuer à la transition écologique. Et donc, c'est pour ça que je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet-là. Merci beaucoup Thibaut, et puis merci beaucoup à tous effectivement d'être présents aujourd'hui. Alors comme vous le disiez très bien, aujourd'hui on va aborder le thème du grand public. Pourquoi ? Parce que on a eu l'occasion, durant ces nombreux webinaires qu'on organise, tu ne me contrediras pas Hugo, de traiter de plein de thématiques, de la data, du réglementaire, des évolutions de marché. Et puis finalement, on prend assez rarement le temps de parler des destinataires finaux, que sont les particuliers. On fait tout ça aussi pour que nous-mêmes, demain, à titre personnel, quand on investit, quand on met de l'argent de côté, ça se redirige intelligemment vers ce qui compte pour nous. Donc, ce sera la thématique d'aujourd'hui. Et effectivement, pourquoi aussi ? Parce que le grand public, il est très sensible à ces questions de durabilité et d'impact de leur placement sur la planète, sur la société. Cet intérêt, il est croissant et il permet l'émergence de plein de nouveaux projets qu'on a vu naître ces dernières années, des outils de sélection pour les fonds durables, des néobanques vertes, des gestionnaires de patrimoine comme toi Maëlle qui se spécialisent sur ces thématiques. Et aussi, bien entendu, énormément de fonds d'investissement qui font évoluer leur stratégie pour pouvoir mettre en avant des gammes de produits qui répondent à tous ces enjeux. Et forcément, tu l'as dit Thibaut, dans ces conditions, le régulateur ne nous a pas oubliés, évidemment. On a plein d'évolutions qui arrivent sur la capacité que nous devons avoir demain à bien connaître les préférences de ces clients et donc forcément à mieux les informer sur les stratégies, sur l'impact de leurs investissements. Et bien entendu, tout ça pour, en bout de chaîne, lutter contre le greenwashing. Donc, ça fait beaucoup de choses à se raconter aujourd'hui. Et forcément, on va le voir entre la compréhension des attentes, qu'est-ce que veulent finalement toutes ces personnes, les solutions technologiques qu'il faut développer, le respect des réglementations, les opportunités aussi. Et ça fait beaucoup de choses à faire et le chemin est parfois semé d'embûches. Donc voilà, pour répondre à leurs attentes, il y a du boulot et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, en commençant tout simplement par toi Maëlle, qui de ton côté est sur le terrain tous les jours. Donc tu es peut-être la mieux placée pour nous parler de leurs attentes à toutes ces personnes. Donc c'est quoi aujourd'hui finalement leurs attentes à tous ces clients particuliers ou à ces petits entrepreneurs en matière de durabilité? Et c'est quoi aussi les enjeux qui sont rencontrés dans ta profession? Comment ça se passe de ton côté? Dis-nous tout. Oui. Alors, faut voir que de manière générale, quand même, je pense qu'on se sent tous concernés. Nos habitudes changent et on est de plus en plus sensible en fait aux enjeux du développement durable. Donc, il y a quand même en fond de trame des préoccupations qu'on a tous. Et d'ailleurs, je vous ai mis quelques chiffres là sur ces slides. C'est que on est préoccupé par l'environnement, par le pouvoir d'achat. En plus, c'est vraiment d'actualité. Là. On est dans la course au présidentiel, donc c'est des sujets qui reviennent sans cesse sur la table. On est préoccupé par notre système de santé, on est préoccupé par l'emploi. Et de manière générale, c'est quand même une grande majorité de Français qui veulent intégrer les enjeux de développement durable
dans les produits d'épargne. Et en plus, c'est assez bénéfique parce que ça les amènerait à avoir beaucoup plus de confiance dans la gestion de leur argent, en fait, parce que intrinsèquement, ça apporterait beaucoup plus de transparence. Et donc, investir avec ces orientations-là renforcerait la confiance qu'ils auraient à développer leur patrimoine et à choisir des solutions d'investissement. Donc, voilà, il y a déjà ce contexte-là de préoccupation. Et puis, dans la slide suivante, je vous ai indiqué donc les attentes. Et là encore, c'est très fort, c'est qu'une grande majorité des Français déclarent que l'impact des placements sur l'environnement est un sujet important pour eux. Donc, on a vraiment conscience que ce que l'on fait avec notre argent est totalement connecté à l'économie dans laquelle nous vivons. Donc, on voit bien, on comprend bien ce lien et on comprend bien qu'on a de l'impact. Donc, c'est encore plus, du coup, dans l'air du temps de vouloir faire cette promotion de la finance responsable parce que les attentes sont fortes sur le sujet. Alors, dans la slide qui suit, là, j'ai voulu quand même faire un petit, un petit focus sur les croyances parce que là c'est vraiment étonnant. Et c'est vrai que moi, je le vois avec certains de mes clients. Les gens pensent qu'en fait, l'argent qui est utilisé par les banques, c'est pour financer en fait le fonctionnement de la banque. Donc c'est comme si en fait l'argent qu'on déposait en banque servait à payer l'électricité, payer les bureaux, payer les factures et les salaires. Alors que pas du tout. Et d'ailleurs, c'est le rapport de l'Oxfam qui montre à quel point notre argent a de l'impact sur le monde et sur la pollution et sur l'empreinte carbone, puisqu'en fait, la banque utilise les dépôts bancaires de ses clients, que ce soit sur des comptes titres, sur des comptes d'épargne, sur des comptes courants ou des livrets, pour faire ce qu'on appelle de la création monétaire et donc pour prêter, en fait, pour faire du financement, prêter aux entreprises, des PME ou des grandes entreprises, pour faire des investissements qui répondent forcément à une logique de rentabilité et qui souvent délaissent des critères d'environnement ou des critères sociaux. Donc, c'est la raison pour laquelle, en réalité, notre premier poste de pollution, en tant qu'épargnant, c'est notre argent. Là où peut-être on fait des efforts sur réduire notre empreinte en prenant notre vélo pour aller au travail, en achetant en seconde main, en consommant moins de viande, bref. En fait, tous ces efforts sont annulés parce qu'en fait, notre argent dort et il ne dort pas tellement puisqu'il est utilisé potentiellement pour financer des projets qui polluent à l'autre bout de la planète. Donc, là, il y a vraiment des choses à déconstruire, des croyances à déconstruire. Et idéalement, les épargnants français voudraient que l'argent serve plutôt à financer des projets locaux, régionaux. On est vraiment dans l'économie réelle, en fait. On cherche vraiment de l'impact direct. On voudrait aussi financer de l'innovation et des projets d'intérêt général. Ce qui paraît finalement assez normal. En tout cas, moi, j'ai cette conviction que l'argent est censé d'abord créer du lien social, à un rôle social et à développer des entreprises qui effectivement préservent le bien commun et servent l'intérêt général. Malheureusement, l'histoire démontre qu'on est plutôt dans un schéma assez destructeur de l'environnement et qui creuse toujours plus des inégalités. Donc ça, c'est sur les croyances qui sont vraiment à déconstruire. Et alors, dans la slide qui suit, je vous ai indiqué les intentions malgré tout des épargnants. C'est-à-dire que, à nouveau, il y a vraiment cette volonté. Il y a une convergence des consciences sur les intentions des épargnants. Et donc, 37% des Français voudraient investir dans des produits qui ont un impact positif concret sur la planète. Et 32% voudraient participer à l'évolution du monde vers la finance durable. Donc, il y a quand même une grande majorité des gens qui cherchent à orienter leur stratégie d'investissement à nouveau vers la finance durable et impact. Alors attention quand même, et tu l'as dit tout à l'heure Sarah, l'idée c'est d'éviter les chats noirs, les écueils et de ne pas tomber dans le greenwashing parce que la tentation est forte de saisir l'opportunité pour verdir des produits afin d'attirer cette clientèle qui a énormément d'attentes sur le sujet. Et ce qui pêche en réalité, et c'est la slide qui suit, c'est l'information. L'information en réalité c'est l'obstacle qui fait que les gens ne manquent pas de volonté, on l'a vu, mais ont une méconnaissance des produits sur le sujet. Et 68%
des Français n'ont jamais entendu parler de l'investissement responsable. Donc, on a un gros travail à faire, nous, en tant qu'intermédiaires financiers, moi, dans mon métier, mes confrères, mes consoeurs, à éduquer les gens, à les sensibiliser sur le sujet pour leur dire qu'il est tout à fait possible de répondre à la fois à des objectifs patrimoniaux, d'être dans une logique d'enrichissement, mais aussi d'être en accord avec ses valeurs, ses convictions et de pouvoir aller chercher des choses qui nous ressemblent et de créer de l'impact. Donc là, c'est vraiment notre responsabilité en tant qu'intermédiaire d'apporter cette information, d'apporter cette transparence et cette pédagogie. Et après, pour ceux qui en ont entendu parler, eh bien, il n'y a que seulement 6% il y a seulement que 26% qui savent exactement ce que c'est. Et là encore, malgré tout, moi je le vois sur le terrain, il y a encore des choses à préciser parce que on peut avoir entendu parler de l'investissement responsable et y adhérer totalement, mais là encore, et la réglementation qui est censée rendre plus facile l'exercice, au final, complexifie quand même la lecture des produits pour bien identifier les fonds qui seraient le plus engagés versus le greenwashing. Donc, un vrai sujet, vraiment, cette information, cette transparence, cette pédagogie. Et ensuite, ce que je voulais aussi mettre en évidence, c'est que je pense que ce sujet est un sujet qui touche les nouvelles générations. C'est dans la slide qui suit. C'est l'intérêt qui est porté par les nouvelles générations. Il est vrai que la génération boomers, donc ceux qui sont nés entre 1946 et 1965, se sentent moins concernés. Et encore, je trouve que vraiment les choses changent de plus en plus. Mais le sujet est vraiment pris en main par les millennials et la nouvelle génération, la génération Z, parce que on voit directement, on vit, nous, les effets très concrets du dérèglement climatique. Et donc, voilà, on sait à quel point l'avenir est incertain sur ce sujet, et puis on a accès à de l'information beaucoup plus facilement aussi. Et il y a une chose qui est intéressante, je trouve, et moi je le vois aussi à travers ma clientèle, c'est qu'il y a quand même plus de femmes qui s'y intéressent que les hommes. Alors, je ne sais pas si justement le développement durable, je ne voudrais pas que ça devienne une question genrée. Malheureusement, peut-être que la sensibilité féminine fait que on se soucie plus de l'avenir et des générations futures, je ne sais pas. Mais c'est vrai que moi, avec mes clients, l'investissement de manière générale est quand même déjà bien drivé par les hommes. Les femmes ont du mal à y aller parce qu'il y a une aversion au risque, parce qu'il y a aussi une incompréhension des produits, une opacité. Mais quand on parle d'investissement responsable, eh bien, ça rassemble beaucoup plus de femmes parce qu'elles ont une bonne compréhension de là où va l'argent. Et forcément, ça crée cette sensibilité avec leurs valeurs. Donc, moi, c'est vrai que ma clientèle est quand même plutôt féminine. Alors après, c'est peut-être aussi parce qu'elle parle à une femme, je ne sais pas. Donc, voilà pour l'intérêt. Et dans la slide qui suit, eh bien, je voulais aussi vous parler des priorités. C'est-à-dire que quand on choisit de faire de l'investissement responsable, là encore, les thématiques sont assez variées. Et on peut avoir des priorités, on peut vouloir mettre l'accent sur une thématique plus que d'autres. Et alors, c'est vrai que la dimension environnementale est vraiment prioritaire. Les gens se soucient vraiment de pouvoir répondre aux questions de pollution, de dérèglement climatique, de protection de la biodiversité. Et la dimension sociale vient après. Donc, c'est ce que je vous mets ici. C'est tiré du rapport de l'AMF de 2021 et aussi du rapport Vigeo-Eiris. En fait, la question, elle est quand même d'abord prioritaire sur le climat et vient ensuite les questions sociales et gouvernance. Et malheureusement, et j'aimerais vraiment que ce chiffre continue à évoluer rapidement, seulement 17% des épargnants détiennent un placement en lien avec le développement durable. Donc, c'est encore trop peu, mais bon, ça ne fait qu'augmenter. À nouveau, c'est notre responsabilité d'en parler et de pouvoir donner cet accès facilement aux épargnants. Voilà pour les priorités, voilà pour les attentes des clients. Et je dois d'ailleurs, j'aimerais aussi vous rajouter une chose, c'est que dans l'investissement responsable, moi je le vois, quand j'en parle, c'est très difficile de faire dans la demi-mesure, c'est-à-dire que quand les clients viennent et qu'ils adhèrent à ce concept et qu'ils ont vraiment envie justement de flécher leur épargne vers ces sujets-là,
c'est très difficile de leur expliquer que potentiellement, il peut y avoir des énergies fossiles, par exemple, dans un label ISR. Pour eux, c'est inconcevable. C'est-à-dire que s'ils font cette démarche, à nouveau, il n'y a pas de demi-mesure. C'est pas j'en veux un peu pour saupoudrer ma stratégie patrimoniale. Si j'y vais à fond et je cherche absolument à utiliser ce levier de transformation de notre économie. Donc, là encore, à nous d'expliquer que, en tout cas moi pour ma part, je cherche à faire de mon mieux dans un monde qui n'est pas parfait, puisqu'on le voit bien, on est loin d'être dans une économie écologique, mais il peut y avoir un peu de déception de découvrir que dans un label ISR, investissement socialement responsable, il puisse y avoir des énergies fossiles ou d'autres activités polluantes ou controversées. Pour ma part, je pratique un ISR d'exclusion, donc quoi qu'il en soit, j'évite ces sujets. Mais à nouveau, le greenwashing est vraiment tentant pour nombreux d'acteurs, nombreuses sociétés de gestion qui cherchent justement à séduire cette nouvelle clientèle qui est très sensible à ces enjeux-là. Voilà. Merci beaucoup, Maëlle. Avec Merci plaisir. Effectivement, tu mets le doigt sur quelque chose de très pertinent. C'est qu'aujourd'hui, on a le constat qu'on a une clientèle d'un côté qui a de plus en plus d'appétence. En même temps, de l'autre côté, quand il y a un marché qui se développe, il y a forcément beaucoup d'opportunités, donc des acteurs qui se positionnent. Et entre les deux, toujours ce fameux risque d'éco-blanchiment, de greenwashing qui n'est jamais très loin. Et justement, on va parler maintenant avec Thibaut, on va te laisser la parole sur ces deux axes, c'est-à-dire cet axe d'un marché qui est en pleine évolution du fait de toutes ces attentes et de ce constat que Maëlle vient de nous expliquer très clairement. Et puis de l'autre côté, le régulateur qui arrive lui aussi en disant attention, justement comme tu le disais Maëlle, puisque tous ces particuliers qui pourraient être intéressés ne sont même pas au courant que ces produits existent, il est temps de les embarquer sur le sujet et donc de leur demander ce qu'ils en pensent tout simplement. Et du coup, Thibaut, à toi de jouer pour nous parler réglementation et évolution de marché. Super, merci Sarah. Merci Maëlle pour cette introduction sur les attentes des épargnants. Je pense que ça plante bien le décor. Moi, je vous propose de prendre peut-être encore un niveau de recul. Je vous disais en début de tour de table que j'étais convaincu que c'était un sujet vraiment important pour la transition écologique. Et pour le comprendre, en fait, déjà quand on parle de transition écologique, il faut savoir que ça va être une transformation qui va à la fois être massive et profonde. Profonde parce que si on veut vraiment rester, par exemple, sur les objectifs climatiques en dessous des 1,5, il va falloir arrêter de financer certains secteurs. Maëlle parlait notamment des énergies fossiles. Il va falloir financer de nouvelles technologies et il va falloir financer la transformation de secteurs qui resteront indispensables, mais qui, tels qu'ils sont aujourd'hui, ne sont pas alignés avec un monde à 1,5. Et massive, parce qu'au final, pour faire cette transformation, ça va demander de réallouer des milliards d'euros. Et en fait, moi, je suis convaincu que l'épargne peut vraiment jouer un rôle important dans cette réallocation. J'ai utilisé un tableau qui provient d'une étude faite par le think tank 2 Degrees Investing Initiative, qui met un peu en parallèle les besoins de financement de cette transition et les flux d'épargne. Et notamment, ils se sont intéressés avec un focus sur le niveau européen, en comparant les besoins de financement pour atteindre les objectifs fixés par l'Union européenne à 2030 versus les flux d'épargne des vraiment foyers européens. Et en fait, on se rend compte que si 25% de ces flux d'épargne étaient réalloués à la transition, ça serait normalement suffisant pour financer les besoins de transition qui ont été identifiés. Donc c'est une première bonne nouvelle, c'est que 25% si on réallouait 25% de ces flux d'épargne, ça nous permettrait potentiellement de financer cette transition. Et quand on le met en parallèle de ce que disait Maëlle, au final, quand on voit que plus de 70% des épargnants souhaitent contribuer à la transition, on se dit, bon, 25%, ça ne devrait pas être si compliqué que ça au final. Et en plus, la deuxième bonne nouvelle, et c'est ce que je vous présente sur la slide suivante, c'est que le régulateur s'est emparé de ces sujets et est en train de mettre en place un corpus de réglementation
qui vise d'une part à mieux identifier et comprendre les attentes extra-financières des particuliers. Et donc ça, c'est dans le cadre de la réglementation MiFID dont je parlais tout à l'heure. Et de mieux identifier les composantes extra-financières des produits financiers qui sont disponibles. L'idée étant justement de rapprocher les deux en disant on va être in fine capable de proposer les bons produits en fonction des attentes extra-financières qui sont identifiées. Alors, je vous ai dit, il y a plein de bonnes nouvelles parce qu'on est vendredi, essayant d'être positif. Je vais quand même un peu moduler tout ça par la suite parce que, comme disait Maël tout à l'heure, il y a quand même encore du travail à faire. Mais alors, en fait, l'idée de cette réglementation MiFID 2 dans la mise à jour sera applicable dès le mois d'août. C'est vraiment d'identifier 3 catégories d'attentes. Alors, une des limitations dont je parlais, c'est est-ce qu'on peut vraiment couvrir toutes les attentes extra-financières des épargnants avec ces 3 catégories? J'en suis pas sûr. Mais en tout cas, la première, c'est vraiment les épargnants qui souhaitent mettre leur argent dans des activités qui sont dites vertes. Et donc là, évidemment, si vous avez un peu suivi l'actualité réglementaire, ça vous fait de suite penser à la taxonomie. Donc l'idée, c'est de pousser des produits qui sont dits alignés d'un point de vue taxonomique, qui prennent en compte ce qu'on appelle les DNSH, Do Not Significantly Harm, qui sont en gros, j'investis dans du vert, mais je m'assure en parallèle que ces investissements n'ont pas des impacts négatifs sur les autres piliers environnementaux. Et en plus, ça s'accompagne d'un certain nombre de critères de gouvernance, d'éthique, qui peut être résumé par ce qui est proposé par le UN Global Compact dans ses minimum safeguards. La deuxième catégorie, c'est une catégorie plus large. Donc là, on n'a plus uniquement la volonté d'investir dans des activités vertes, mais on a des objectifs d'investissement responsable au sens large. Et là, c'est à mettre en face de la réglementation SFDR, en particulier les investissements responsables tels que attendus dans le cadre de l'article 9. De la même façon, le SFDR a aussi des aspects do not significantly harm qui sont à prendre en compte pour pas que les investissements responsables sur certains sujets aient des impacts négatifs sur d'autres. Et la dernière catégorie, la catégorie C, en fait, c'est, j'allais dire tout simplement, mais c'est peut-être moins compliqué que les 2 autres catégories, c'est en gros les produits qui s'engagent à éviter d'avoir des impacts négatifs sur l'environnement. Et donc là, c'est ce qu'on appelle les Principal Adverse Impacts, les PAI, qui sont mis en œuvre, qui sont expliqués dans le cadre de SFDR. Et notamment, SFDR renvoie au Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct qui ont été produits par l'OCDE et les PRI afin d'identifier ce type de produit. Donc là, en fait, l'idée, c'est vraiment, comme je disais, d'identifier des catégories d'attente et de pousser des produits à mettre en phase. Je parlais de la limite un peu de est-ce que ces catégories en fait sont suffisantes. Maël a parlé à plusieurs reprises de cette question d'impact dans l'économie réelle et notamment si vous vous intéressez un peu aux travaux qui ont été faits par 2 Degrees Investing Initiative, eux ils travaillent beaucoup sur cette question d'impact en fait qu'ils abordent par le prisme vraiment de l'impact de l'investisseur, c'est-à-dire que moi en tant qu'épargnant, si je mets mon argent dans un produit qui sert à financer des activités, si je veux vraiment avoir de l'impact, en fait, il faut que cette action génère vraiment des changements dans l'économie réelle. Or, si je mets, par exemple, mon argent dans un produit qui est, par exemple, aligné taxonomie, en fait, je vais avoir dans mon portefeuille des activités qui sont déjà vertes, qui ont certes peut-être besoin de financement, et encore faut-il montrer que moi, en mettant cet argent-là, j'amène des financements en plus. Mais en tout cas, c'est pas forcément ça qui va me permettre d'avoir vraiment un rôle de transformation indirect dans l'économie réelle. Et donc, c'est vrai que quand on se pose la question de l'impact au regard de MiFID, c'est peut-être un aspect qui peut être un peu manquant, mais en même temps, et j'imagine que dans l'audience qu'on a aujourd'hui, on a pas mal d'acteurs dans ce cas-là, arriver à mettre en place un questionnaire qui couvre ces catégories-là et arriver à pousser des produits qui y répondent, c'est déjà un challenge pour pas mal d'institutions financières sur le marché. Donc,
mon mot de conclusion un peu sur le sujet, c'est de dire qu'il il y a un enjeu. Ça va déjà demander une certaine transformation de la part des institutions financières de s'adapter à cette réglementation. Moi, je suis à titre individuel convaincu que c'est pas suffisant. Mais en même temps, quand on voit le nombre de produits responsables sur le marché et le nombre de dérives en termes de greenwashing qu'il peut y avoir et le nombre de questions que les investisseurs se posent, notamment, comme tu disais, Maël, quand on a des Air France, Total dans un fonds labellisé ESR, voilà, il y a encore pas mal de travail à faire. Mais je m'arrêterai ici. Merci beaucoup Thibaut. C'était très intéressant et d'ailleurs si dans nos participants il y en a qui ont des questions sur la fameuse réglementation MiFID, sur les catégories, vous avez le droit de reposer encore des questions sur SFDR aussi. Si vous voulez, on vous répondra. On aime bien y répondre à chaque fois, donc il n'y a pas de souci, n'hésitez pas dans le chat et on attaque juste après. Mais avant ça, on va laisser la parole maintenant à Stéphane parce que les deux constats qu'on vient de faire, que ce soit l'évolution de la réglementation donc, qui impose des nouvelles pratiques et de nouvelles façons de travailler pour les professionnels de la distribution, et de l'autre côté, toutes ces attentes, fatalement, ça génère des besoins. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas une solution technologique derrière qui peut y répondre? Comment, en tout cas, on peut se simplifier la vie? Parce que vous doutez bien que si on doit questionner 100% des Français, parce que tout le monde a un compte bancaire aujourd'hui sur ses appétences en matière de développement durable, il y a du boulot. Donc, du coup, Stéphane, à toi de jouer pour nous dire comment la technologie peut nous aider là-dessus. Oui, merci, et puis merci Maël et Thibaut. Donc, pour faire le lien, effectivement, en fait, on voit bien au travers des propos de Maël et de Thibaut que il y a des enjeux d'éducation, il y a des enjeux de relation entre le conseiller et son client pour lui transmettre de l'information et l'aider à guider son argent vers des investissements qui correspondent à ses motivations. Et puis, on voit bien, au travers de ce que vient de dire Thibaut, qu'il y a une couche réglementaire qui a deux côtés, j'allais dire. Le bon côté, c'est de mettre un cadre et finalement d'aller normer des pratiques pour que le but soit atteint. Le côté un petit peu plus délicat, c'est toujours que ça se traduit par des contraintes, notamment pour les conseillers, de l'incompréhension de la part des clients et que parfois, c'est détourné du but initial qui était bon, qui était vertueux, mais du coup, la réglementation vient un peu compliquer les choses. Donc, moi, je vais parler de l'aspect technologique. En fait, si on réfléchit un petit peu, la technologie peut apporter des choses pour aller vers ce que j'ai mis là comme le conseiller augmenté. Alors, au niveau du buzzword, c'est finalement de dire le conseiller reste central parce que dans le conseil, dans le domaine de l'argent, de l'investissement, pour moi, l'humain doit rester quand même assez central. Par contre, le conseiller et son client utilisent des outils qui permettent peut-être de contourner les obstacles, en tout cas d'aider, non pas à contourner, je viens de dire peut-être une bêtise, mais en tout cas d'aider à surmonter des difficultés. Voilà. Alors le premier niveau de technologie, même si maintenant, après le Covid, finalement, c'est plus trop une innovation, mais c'est finalement la digitalisation des process. Il y a 3 ans, on en parlait peu dans la relation entre un conseiller et son client. Maintenant, on en parle et ça permet de transformer un certain nombre de contraintes en opportunités. Par exemple, un questionnaire MiFID II aujourd'hui, on peut le digitaliser, on peut le rendre, vivant entre le conseiller et son client. Et donc, ça permet de transformer cette contrainte qui est celle du questionnaire, finalement, en relation entre le conseiller et son client. Ensuite, ça nous permet, la technologie, de communiquer. C'est-à-dire, par exemple, de donner de l'information au client, que le conseiller puisse donner de l'information au client. Et là, on voit un certain nombre d'initiatives, notamment chez les CGP responsables des AFR, mais pas forcément seulement, mais voilà, des vidéos, d'interventions sur les réseaux sociaux, des sites web qui maintenant deviennent interactifs entre le client et le conseiller et qui parlent de la finance durable et qui du coup sont des sites web qui permettent de véhiculer une image, mais aussi un chemin vers la finance responsable. Ensuite,
on peut parler des data, de l'intelligence artificielle, et là aussi, en dépassant les buzzwords, en fait, les gens ont un comportement, les gens font des choses. Et tout ça, ça se traduit par des données. Par exemple, dans une banque, eh bien, quand on fait des opérations sur notre compte courant ou notre compte d'épargne, ça traduit en fait un comportement. Et toutes ces données, on peut, avec maintenant des technologies bien établies, les analyser, les valoriser au profit d'une meilleure connaissance du client et d'une meilleure information du conseiller. Alors derrière, je vais vous parler de deux choses qui sont un peu plus précisément dans l'ADN d'Odonatech, c'est-à-dire les sciences comportementales. Non, c'est la slide d'avant encore. Là-dessus, j'y viendrai. Voilà, les sciences comportementales, en fait, donc c'est une science humaine, mais on parle quand même de technologie. La science comportementale, elle permet en fait de mieux identifier les préférences des clients. Et je vais vous prendre un seul exemple, c'est les préférences de risque. Si on regarde exactement chacun d'entre nous, est-ce qu'on est capable de définir vraiment précisément notre tolérance au risque? Et ensuite, est-ce qu'on est capable de définir vraiment un classement très précis en 5 catégories de risque? En fait, la réponse est non. Il faut que le conseiller soit capable d'aller dans plus de finesse, dans plus de granularité et puisse connaître la partie subjective de la tolérance au risque qui est largement liée au comportement, aux émotions, à l'histoire, à l'éducation, aux événements de la vie, à plein de choses qui sont hautement comportementales. Donc la science comportementale permet d'apporter des réponses. Et je finirai sur l'éducation et sur finalement le fait d'amener les gens à des meilleurs comportements. Il y a des technologies ou des techniques qui s'appellent les nudges, ça veut dire coup de pouce en anglais. Et en fait, c'est des techniques de motivation indirecte qui permettent d'amener les individus que nous sommes tous à aller vers des meilleurs comportements. Voilà, alors je n'en dis pas plus pour pas prendre trop de temps, mais on peut passer à la slide suivante. Et vous dire aussi que pour répondre aux problématiques exprimées ou montrées en chiffres, effectivement très intéressants, j'ai vu dans le chat présenté notamment par Maël et par Thibaut, en fait, bon, on voit bien qu'il y a une prise de conscience et donc il y a une intention d'aller vers l'investissement socialement responsable. Par contre, il y a peu d'actions. Et tout ça, ça peut s'expliquer par le manque de formation des conseillers, mais aussi par le manque de savoir-faire ou d'information des clients. Et donc, en fait, on peut utiliser la science comportementale pour améliorer les processus de décision. Et vous voyez, ici, je vous ai mis un petit schéma en 5 étapes de comment, en fait, avec la science comportementale, on peut faire passer un investisseur, avec l'aide du conseiller évidemment, de l'intention, donc ce qu'on constate aujourd'hui, il y a une intention, 70 et quelques %, à l'action, c'est-à-dire en faveur de l'investissement vers le socialement responsable. Et donc, on commence, en fait, l'étape 2 par avoir conscience, c'est une première étape en termes de comportement. Ensuite, on déclenche une attitude tournée vers l'action. Et ensuite, il y a une action, notamment par le biais de la relation entre le conseiller et son client. Et puis, un ajustement sur cette action, puisque dans la vie de la relation, il n'y a pas le début de la relation, mais il y a bien une relation humaine qui va s'installer dans la durée avec, du coup, des temps, dans le temps, en tout cas, un rythme dans la relation qui va permettre d'ajuster cette action. Voilà. Donc, je pense, pour finir mon propos, que du coup, on peut même dire que la technologie peut aider à résoudre cet enjeu dont parlait Maël au départ, de faire passer les gens de l'intention à l'action. Merci beaucoup Stéphane pour cette explication très intéressante et on va aller s'interroger collectivement. Je vais vous laisser une petite fenêtre de tir un peu plus prospective avant qu'on attaque les quelques questions qui sont dans le chat. Et la question, c'est finalement dans 3 ans, dans 5 ans, à quoi ça va ressembler la commercialisation de produits financiers auprès du grand public quand on a des appétences sur toutes ces thématiques-là? Parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt simple finalement. Si je rentre chez mon conseiller bancaire et que je passe l'agence et je lui dis j'aime beaucoup le développement durable, il va avoir l'air un peu inquiet. Je pense que la plupart, en tout cas, sont un peu surpris de ce genre de commentaires. Et puis, il va prendre le truc qui s'appelle ISR, qui traîne sans trop savoir de quoi il s'agit. Mais avec tout ce qu'on vient de se dire, on se rend bien compte que la réglementation impose un certain nombre de choses, qu'on a de plus en plus de clients qui ont des désirs, que les sociétés de gestion proposent de plus en plus de produits et que la technologie va venir, en plus de ça, faire complètement évoluer la relation.
Alors du coup, si je viens vous voir tous les trois dans 3 ou 5 ans et que je vous dis bonjour, j'aimerais bien investir dans la durabilité, à quoi ça ressemble demain? Je peux improviser une petite réponse qui est personnelle, mais qui va peut-être rejoindre ce que fait déjà Maël. En fait, moi, je vois bien, c'est dans 3 ans, je vois bien la commercialisation des produits financiers durables par des spécialistes qui se seront différenciés sur cette activité, qui seront vraiment des spécialistes et qui ne seront pas dans le greenwashing, mais qui auront une démarche, du coup, enfin, en tout cas, leur démarche sera partie d'une démarche éthique, d'une vraie compréhension des enjeux. Et ces spécialistes, c'est eux que je viendrai voir si je veux passer de l'intention à l'action et flécher mon argent vers l'investissement socialement responsable. Et c'est encore improvisé parce que je ne suis pas du tout préparé, mais pour moi, c'est un peu, il y aura des supermarchés, ok, et puis il y aura des magasins bio qui permettront vraiment d'identifier le vrai finance responsable et durable. Ce n'est qu'une vision personnelle pour l'instant ou une vision. Voilà. Et toi Maëlle, et toi Thibaut, qu'est-ce que vous en pensez? Maëlle, peut-être les dames en premier? Ouais, alors moi je pense que dans 3 ans, je pense que l'investissement responsable sera encore plus démocratisé, que beaucoup plus d'intermédiaires financiers en parleront, et ça va dans le bon sens. Maintenant, je te rejoins assez Stéphane dans ce que tu dis, c'est-à-dire que il va y avoir ceux qui ont, en fait, il y a ceux qui incarnent ses convictions et il y aura les opportunistes. C'est déjà le cas en fait, hein, parce qu'aujourd'hui, Sarah, si tu vas voir un conseiller et tu lui demandes des fonds d'investissement responsables, aujourd'hui, on a tous accès à l'ISR, hein, donc c'est facile pour n'importe quel CGP de te trouver un fonds labellisé ISR. Il suffit de faire un filtre, hop, je te sors la liste. Et voilà. Malgré tout, la réglementation va plus loin et je pense que c'est difficile hein, pour l'épargnant de justement distinguer le CGP qui fera de l'investissement responsable de celui qui le fera encore mieux en prenant en compte la classification SFDR, en prenant le temps de regarder ce qu'il y a dans les fonds, en s'intéressant à chaque société de gestion. Et là encore, de voir les sociétés de gestion qui font ça depuis des années parce qu'elles ont eu malheureusement raison trop tôt, mais elle s'est ancrée dans leur ADN depuis une dizaine d'années. Et puis les sociétés de gestion qui ont labellisé toute leur gamme sur les 12 derniers mois parce que là, c'est la course au label ISR pour mieux vendre. Donc, dans 3 ans, j'ai pas de doute sur le fait que tout le monde en parlera, tout le monde en fera. Là encore, il faudra bien distinguer qui le fait et qui le fait bien. Donc, et je pense même que ça fait partie d'ailleurs de nos axes de travail au sein des AFR. C'est que pour moi, un CGP responsable, ça ne sera pas seulement celui qui sera en mesure de te présenter des solutions ISR. Pour moi, ça va bien au-delà. Déjà, je pense, moi c'est ce que je fais, on a un devoir d'exemplarité. C'est-à-dire que déjà, à titre personnel, j'essaie d'appliquer des choses beaucoup plus éthiques, d'avoir une consommation beaucoup plus éthique. Je suis devenue végétarienne, j'utilise un vélo. Enfin, donc en fait, tout ça, c'est aussi comment dire, la preuve de ma démarche et c'est pas simplement voilà avoir des solutions ISR. Je fais du mécénat, je reverse un pourcentage de mon chiffre d'affaires à des associations. Il y a énormément de choses en fait qui peuvent traduire d'une démarche éthique qui va bien au-delà de simplement dire j'ai un fonds, vous allez voir, c'est Pictet Water, c'est la thématique de l'eau, vous allez avoir un sacré impact. C'est un super fonds d'ailleurs, hein, mais vous voyez, ça nécessitera quand même un petit peu plus d'approfondissement. Sarah, peut-être une précision aussi en tant que consommateur. En fait, sans se projeter dans 3 ans, je vais juste partager un exemple. Là, j'ai rempli une sorte de KYC ESG sur une plateforme grand public pour investir. Et en fait, on te pose 3 questions, c'est niveau de risque, cyclicité et puis moyen d'investissement. Et la 4e question, et j'étais assez sidéré de la manière dont est fait le questionnaire, tu arrivais en bout de chaîne à voulez-vous investir en ESG ou non? Et en fait, c'était absolument pas proportionné, c'est-à-dire que c'était tout ou Non. rien. Et donc en fait, ça a quand même un impact, et là je fais l'écho de mes clients gestionnaires d'actifs, c'est que quand
ces plateformes de distribution représentent une majeure partie de la distrib, de certains gestionnaires d'actifs. S'ils ne sont pas flagués article 8 ou 9 ou s'ils ne sont pas flagués, donc dans cette, vue ESG du distributeur, en fait, du jour au lendemain, ils se retrouvent sans pouvoir collecter. Et nous, c'est ce qu'on voit aujourd'hui et c'est extrêmement violent. C'est pour ça que dans 3 ans, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais je peux déjà dire ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous, on a des asset managers qui nous appellent en nous disant: «Mais nous, en fait, nos fonds, il y a eu un problème de marketing auprès des plateformes, ils nous distribuent plus et en fait, en fonction des parcours, de sélection des fonds de l'usager, lambda, en fait, on n'est plus distribué, quoi». Et ça, c'est un énorme problème qui n'existait pas l'année dernière et que là, on a vu apparaître au premier trimestre et qui revient un peu sur un autre des AFR, que le patron de Mirova qui nous disait que, je ne sais plus, 30 ou 40 de la collecte en janvier, était de la collecte article 8. Parce qu'en fait, on force les gens, alors je n'ai pas de vue politique, je ne dis pas si c'est bien ou mal, mais on force les gens de toute façon à choisir finalement un produit ESG dès là, le premier trimestre 2022. Voilà. C'est très bien, Hugo, comme point, effectivement. Et puis peut-être pour ajouter encore un peu d'eau à ton moulin sur cette question article 8, article 9, si on fait un zoom sur la fameuse réglementation niveau 2, donc qui va interroger les clients, c'est pas parce que je dis dans mon questionnaire que en gros, le SG, ça m'intéresse, qu'on va forcément me donner un article 8. Parce que finalement, il faudrait que l'article 8 prenne en compte ses principales incidences négatives pour pouvoir être distribué à des personnes que ça intéresse. Donc, si vraiment on lit dans les petites lignes ce que dit la réglementation, finalement, les particuliers demain accès soit de l'article 9, soit de l'article 8 on va l'appeler comme ça, qui a une petite part investie dans la taxonomie, qui a une histoire à raconter, et ce qui fait qu'en plus, on ne peut pas faire de l'article 8 bas de gamme, entre guillemets. C'est plus compliqué que ça encore. Et c'est vrai que je te rejoins complètement sur ce retour quand on me dit est-ce que vous voulez l'ESG ou pas, point. C'est tellement vaste comme thématique et qu'est-ce que ça veut dire ESG. On est je pense, dans justement un creux en termes de conseil client. Là, c'est assez impressionnant quoi, pour le coup. Bien sûr, ça nécessite ça, d'affiner totalement l'intention. C'est ouais. pas aussi binaire. Je peux vous donner une explication technologique parce qu'on travaille sur ces sujets-là en ce moment. En fait, le gros problème qu'ont les banques et toutes ces plateformes, c'est que une fois que tu as validé un peu ton profil, derrière, il faut aller ranker tous les fonds que tu distribues et proposer le bon en fonction du profil. Et ça, en fait, à ma connaissance, je ne connais pas de service prêt disponible en prod sur le marché français qui font ça. Donc, je pense qu'on est dans une espèce d'entre-deux où tout ça est en train d'être construit. On y participe un peu à notre échelle, mais c'est pour ça on se retrouve un peu dans des discussions manichéennes, quoi. C'est soit oui, soit non, et il n'y a aucune nuance, quoi. Et, Sarah, tu parlais article 9, mais c'est encore plus loin, c'est l'épargnant qui rentre à la fois dans les catégories A, B et de MIFID. Si tu dois lui pousser un produit en face, bonne chance. Mais du coup, en fait, pour répondre, pour rebondir un peu sur la question que tu posais au début, je pense que, en fait, pour moi, il y a deux futurs possibles. Après, peut-être que les deux se mélangeront. Mais en gros, les enjeux qu'on a, c'est d'une part, et c'est un peu toujours du changement climatique, c'est la formation et l'information. C'est des épargnants qui doivent comprendre de quoi on parle, des conseillers qui doivent comprendre de quoi on parle et des produits qui doivent communiquer la bonne information. Je ne suis pas sûr qu'à horizon 3 ans, je suis peut-être pessimiste, mais que tous les épargnants aient un niveau de compréhension suffisant sur la finance déjà et sur la finance responsable encore plus, et que les conseillers aient eu le temps de comprendre toute la finesse du sujet de la finance responsable. Moi, quand j'étais chez TODI, j'avais une équipe de 17 personnes qui bossaient à temps plein dessus et qui ne maîtrisaient pas les subtilités. Un conseiller financier qui n'a pas que ça à faire, je ne sais pas s'il aura la capacité de s'onboarder totalement sur le sujet. Donc la deuxième chose, c'est l'information. C'est arriver à trouver des informations, des méthodes d'information qui permettent vraiment d'orienter l'épargne vers les bons produits. Et là encore, on a parlé des labels. Moi, je ne suis
pas convaincu qu'à date, les labels permettent d'orienter l'épargne vers les bons produits, en tout cas les produits qui répondent aux attentes des épargnants et qui contribuent vraiment à la transition. Donc, est-ce qu'il faut développer encore plus de labels ou des labels différemment? Je ne sais pas. Et le deuxième type d'information auquel moi je crois beaucoup, c'est notamment une information sur le travail avec les acteurs de la place. C'est en fait un score d'impact. Quand tu investis dans un produit financier, tu as un score de risque, un score de retour sur investissement, mais tu n'as pas de score d'impact. Si demain, en fait, peut-être que tu es prêt à prendre plus de risques et à avoir un retour sur investissement plus faible pour avoir un impact plus important, mais en fait, tu n'es même pas capable de le savoir. Et donc, est-ce que dans 3 ans, l'idée, c'est pas d'avoir ce type d'information et de plus dire, en fait, est-ce que je veux une catégorie A, une catégorie B ou une catégorie C, mais juste de dire, en fait, moi, je veux contribuer à des changements dans l'économie réelle, je vais aller vers des produits qui ont des scores d'impact plus élevés que des produits standards. Merci beaucoup Thibaut. Et effectivement, le grand défi est là, finalement, c'est l'adéquation. Comment on va faire pour trouver le bon niveau de risque du client, la bonne typologie de produit, le bon niveau de durabilité. Et là-dessus, finalement, je crains que pendant les prochaines années, on ait encore un petit peu de mal à trouver les produits qui correspondent pile à tous les besoins. On va peut-être maintenant passer aux questions. Et Hugo, je vais même te laisser la main. En général, c'est toi qui nous poses les questions. On en a quelques-unes pour nos participants. Donc, allons-y, attaquons. Il nous reste une bonne petite minute. On peut attendre un petit peu temps de répondre à tout le monde. Avec plaisir. Alors, on va les prendre dans l'ordre. Merci beaucoup, Timothée. Ce n'est pas une question. Merci. OK. Quelques chiffres. Alors, voilà, ça s'adresse à toi, Maëlle. Quelques chiffres sur le match de la perf ISR-ESG versus autres. Ouais. Ouais. Savoir si, en fait, j'imagine la question sous-jacente, en fait, c'est la performance de ces fonds versus la finance traditionnelle, quoi. Je lis la précision en termes de spread, par exemple, ou la conviction l'emporte-t-elle tout simplement? Voilà. Alors, il y a des choses qui sont importantes à cerner sur le fait d'intégrer plus d'éthique dans la façon d'analyser les entreprises et elles-mêmes, comme elles l'intègrent dans leur business model. Déjà, il y a un chiffre qui est intéressant, c'est que les entreprises qui intègrent des mesures d'impact environnemental ou social et bonne gouvernance dans leur modèle vont être 13% plus performantes que celles qui ne le font pas. Donc, l'éthique, ça paye. Parce qu'en fait, forcément, là, nous, on a le prisme en tant qu'investisseur, mais je pense que quand on est salarié, on est aussi beaucoup plus productif quand on se sent proche des valeurs de l'entreprise. On est aussi beaucoup plus fidèle, on est aussi beaucoup plus engagé quand on voit que l'entreprise est soucieuse de la qualité de vie au travail, de ses externalités environnementales, etc. Bref, donc tout ça participe finalement à un cercle vertueux pour que l'entreprise se développe. Et alors, il y a une étude qui était sortie, qui est intéressante, c'était la financière de l'échiquier, qui avait fait un rapport, c'était en 2020, et qui avait analysé le top, je crois c'était le top 40 des meilleurs profils ESG versus le flop 40 des pires profils ESG. Et il se trouve que le top 40 générait une performance 3,8 fois supérieure au flop, donc les 40 pires profils ESG. Donc c'est aussi pour dire que vraiment, faire le choix de l'investissement responsable, ce n'est pas renoncer à une performance, bien au contraire. Et les événements récents nous l'ont prouvé, c'est qu'en plus, en temps de crise, ce sont des actifs qui sont beaucoup plus résilients et je ne doute pas sur le fait qu'à l'avenir, les actifs verts seront mieux valorisés versus les actifs bruns qui seront finalement de plus en plus délaissés, de plus en plus boudés par les investisseurs et encore plus et en prime de plus en plus sanctionnés par la réglementation. Et à un moment donné, on sait bien que, en particulier les énergies fossiles, et c'est des ressources limitées, on va se retrouver dans une situation de pénurie. Il va falloir trouver des alternatives. Donc je pense que dans 10-15 ans, il est certain que la finance responsable sera récompensée et que les gens qui feront ce pari seront récompensés. Maëlle, on enchaîne avec une autre question qui est un peu liée. Est-ce que Ouais. tu as l'exemple d'une OPCVM classée 9? Ah oui, alors je pense que... Sans faire de pub. Mais... Ouais, voilà, plutôt que de filer des noms d'OPCVM article 9, les fonds thématiques vont être classés article 9 parce que quand on est dans des fonds thématiques, c'est souvent des thématiques qui sont liées aux enjeux du développement durable. Donc, tout ce qui va être les fonds autour des clean energy,
J'en ai cité un tout à l'heure sur l'eau, mais il n'y a pas que, il y en a d'autres. Tout ce qui va être positive impact, ce genre de choses, en fait, là, on est vraiment dans la classification article 9. Okay. Alors, on a une question pour toi, Stéphane. Donc, je vais la lire telle quelle. Je l'ai pas. La finance comportementale consistant à la remise en cause de la théorie de l'efficience des marchés. Comment les technologies et les outils technologiques évoqués vont pouvoir concrètement influencer positivement et sans manipulation la décision d'investissement des clients finaux? Alors, Alors, tu n'as pas 2 heures. Tu n'as pas 2 pour heures. faire, ouais, c'est ça. Pour faire très simple, moi, je vais parler de 2 aspects de la finance comportementale. C'est d'abord qu'effectivement, chacun d'entre nous, on n'est pas forcément toujours rationnel. Et quelque part, notre irrationalité, qui s'explique par des fonctionnements par les biais comportementaux ou les biais cognitifs, cette irrationalité, elle peut en fait nous conduire à prendre des décisions qui ne sont pas forcément très efficientes. Et donc, la finance comportementale, si elle est appliquée dans la découverte des préférences des investisseurs, y compris ce côté comportemental, émotionnel, en fait, elle permet quelque part de prédire le comportement futur des investisseurs. Donc, si un conseiller est armé de ces outils-là, il peut évidemment nourrir une relation qui sera beaucoup plus forte et vertueuse que si il ne maîtrise pas ces aspects comportementaux. Voilà. Et la deuxième chose, donc Abraham cite les nudges que j'ai cités tout à l'heure. Donc les nudges, ce sont des techniques de motivation indirecte pour amener les gens à prendre des meilleures décisions. Donc c'est tout sauf de la manipulation, si on prend la définition scientifique, puisque d'abord, quand on utilise une méthode, la personne doit avoir le choix, donc on n'impose rien. Et ensuite, il faut que ce soit dans son intérêt, dans l'intérêt d'une meilleure décision, dans son intérêt ou dans l'intérêt de la collectivité. Donc le nudge, normalement, est tout sauf de la manipulation. Alors, il faut faire attention, non pas au greenwashing, mais au nudge-washing, parce qu'effectivement, ça peut ressembler à des techniques marketing. Donc, si on est pur, on reste sur l'aspect de nudge. Et pour parler des nudges, je vais citer un seul exemple, et je vais me le permettre parce qu'on est vendredi, et je m'excuse, c'est pas que je m'excuse, mais c'est plus masculin que féminin. En fait, dans les urinoirs des toilettes de l'aéroport d'Amsterdam, ils avaient des frais de nettoyage dans ces toilettes énormes. Et en fait, ils ont résolu ce problème en influençant le comportement, en mettant une petite mouche dans l'urinoir. Et comme nous, les hommes, toutes nos mamans nous ont expliqué pour nous apprendre qu'il fallait viser à un endroit, et bien en fait, on vise à un endroit, et du coup, il y a en fait, la conséquence de ça, qui est, vous voyez, une technique douce et pas du tout contraignante, mais la conséquence, elle est bien sur l'efficacité, elle est bien financière même, puisqu'ils ont diminué de manière très substantielle leurs frais de nettoyage. Voilà ce qu'est un nudge. Alors évidemment, après, on l'applique à la finance et on arrive comme ça à trouver des méthodes alors qui sont complètement en dehors de l'exemple que je viens de citer, mais des méthodes pour amener les gens à des meilleurs comportements. Et c'est hyper puissant, c'est même tellement puissant que c'est utilisé sur des politiques publiques maintenant. Alors Stéphane, déjà, je voulais te remercier pour avoir résolu un des mystères de ma vie, parce que je ne comprenais pas pourquoi il y avait des mouches dans les urinoirs. Donc, Écoute, non, mais je je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne savaient pas, donc Ouais. c'est parfait. Alors, on va enchaîner. Je pense, Sarah, elle peut s'adresser à toi, cette question de Julien. On parle d'article 8+, mais en quoi un produit article 6, considérant des indicateurs de ses principales incidences négatives? Définition 2C de l'acte délégué MiFID II, tu apprécieras, ne pourrait pas aussi répondre aux préférences clients en matière de durabilité? Alors effectivement, merci Julien pour la question. 2 réponses doubles. La première, si on est français, je crois que c'est Ibrahim qui vous le dit un petit peu plus bas. Il vous dit: «Regardez les guidelines de l'AMF, l'AMF l'a dit. Elle Ouais. nous a dit: "Si vous prenez en compte les PAI, vous êtes automatiquement un article 8". Donc côté français, entre guillemets, comme ça, c'est fait. Et de l'autre côté, côté marché, je vous invite à jeter un coup d'œil sur les RTS qui ont été diffusés par le régulateur, les tout derniers, où on a vraiment ces templates de reporting, que ce soit pré-contractuel ou périodique. On voit quand même que le mécanisme d'aller reporter des indicateurs ESG
quel qu'il soit, vous emmène tout naturellement vers l'article 8. Et dans un monde où, comme le disait très bien Hugo en citant Philippe Zawati, qui nous donnait des chiffres et qui nous disait la majorité de la collecte aujourd'hui se fait en se mettant le coup de tampon article 8, en fait, mécaniquement, le marché va avoir tendance à essayer d'aller vers l'article 8. De l'autre côté, quand on est conseiller bancaire, on va aussi avoir besoin, quand on ne connaît pas encore beaucoup le marché, d'indicateurs simples. Et donc, si on doit commencer à se dire, alors les articles 6, oui, s'ils prennent en compte les PAI, mais pas les 8 qui sont durables, mais ça va être compliqué. Donc, on peut peut-être se dire que naturellement, le standard de marché va aller vers ça, même si effectivement, vous le faisiez remarquer un peu plus bas, la question au niveau de l'Union européenne, elle n'est pas tranchée et les guidelines de l'AMF peuvent changer elles aussi. Mais voilà, essayons de nous dire en tout cas qu'un article 8 de qualité et un article 9, ça pourrait être commercialisé dans le cadre de MiFID. J'espère que ce sera de plus en plus harmonisé avec le temps qui passe, mais ça donne déjà une piste. Et Sarah, je vais aller dans ton sens, hein. C'est nous la tendance du marché qu'on voit. On nous demande systématiquement de pouvoir certifier des fonds en article 8 et ça devient, ça devient un fait de marché, quoi. C'est ça, et les PAI sont une Donc, façon d'y arriver, même s'ils ne sont pas que- obligatoires officiellement et- dans un article 8, les gens le font maintenant, en fait, naturellement. Et puis, je vais te dire, en fait, il y a tellement d'acronymes barbares en finance durable. Enfin, je veux dire, PRI. Enfin, je vais pas tous les citer. On a pas mal lu Sarah pour les connaître, mais en fait, l'article 8, je le vois un peu dans la communauté. C'est un peu le mot clé. C'est ouais, non mais attends, très bien tout ce que tu me dis, mais est-ce que c'est article 8? Ok. Et ça a l'air d'être un peu le blanc-seing, tu vois, de la gestion clean, quoi. Voilà. Écoutez, alors merci Thibaut, enchanté et ravi que Ah mais non, Thibaut, c'est toi. Je croyais que c'était un autre Thibaut. Merci Thibaut, merci à tous. Désolé, hein. Merci à On tous a, d'avoir vraiment on a invité. réussi à tenir un peu le temps, donc c'est parfait. Donc là, on a déjà prévu les prochains webinars jusqu'à mai. On est en avance, Sarah. On va vous souhaiter, si vous êtes en France, un excellent vendredi ensoleillé pour la plupart du pays. Et vous pourrez récupérer Elsa va vous envoyer l'enregistrement du webinar. Merci à tous, excellent week-end et merci Maëlle et Stéphane. Merci beaucoup. Merci Merci et à merci à tous. À tous. bientôt. À très Passez bientôt. un Au bon revoir. week-end. Salut, salut. Salut, bye.